Les pires crimes commis par des enfants sur internet, ça semble incroyable, n'est-ce pas? Pourtant, les histoires que je vais vous présenter, elles sont bien réelles. Des enfants ont utilisé internet pour faire des choses choquantes, créer de fausses images, voler des informations et même ruiner des vies. Et vous n'avez pas idée de jusqu'où ils sont allés. Accrochez-vous les amis parce que ça part en vrille dès la première histoire. Bienvenue dans la vidéo des enfants ayant commis les pires crimes sur internet. George Duke Cohan. Bon, le cas dont je m'apprête à vous parler va être un petit peu compliqué pour YouTube, donc on va devoir utiliser un langage codé, vous et moi. Je propose donc que pour ce mot-là, on utilise le mot cupcake, ok? Et que pour ce mot-là, on utilise le mot étincelle. Et si on a besoin de plus de messages codés pendant la vidéo, on y reviendra et on les improvisera, ok? Bon, vous n'êtes pas sans savoir que depuis des années, il y a des tragédies qui arrivent dans beaucoup d'écoles aux États-Unis, et par extension en Angleterre aussi. Étincelles de masse et alertes au cupcake sont donc monnaie courante et prises évidemment très au sérieux. Et par conséquent, la punition pour une fausse alerte à l'étincelle ou au cupcake peut vite devenir sévère, très sévère, avec une peine pouvant aller jusqu'à 5 000 $ et 5 ans d'emprisonnement. Et c'est compréhensible, on ne rigole pas avec ça. Et c'est précisément là qu'entre en jeu George Duke Cohan, qui depuis le confort de sa chambre à Watford en Angleterre, a réussi à paralyser des centaines et des centaines d'écoles, dans plusieurs pays, et là j'imagine que vous voyez le tableau stressé. Mais vous allez voir que les motivations derrière sont absurdes. Ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est un Enderman du jeu vidéo Minecraft, et c'est précisément de là que tout ce joyeux bordel a émergé. Velt PvP, c'est un serveur privé Minecraft basé aux États-Unis. Sans rentrer dans les détails, les joueurs s'y connectent et peuvent s'affronter entre eux sur le jeu Minecraft. Et George Duke Cohan, alors âgé de 19 ans au moment des faits, était précisément en train de jouer à Minecraft sur ce serveur, le serveur Velt PvP. Et une nuit, il s'est fortement disputé avec un des propriétaires du serveur. George Duke Cohan, alors étudiant et passionné en informatique, n'a absolument pas pu digérer le fait de s'être fait bannir et a commencé à échafauder une petite vengeance. Enfin, je dis petite, mais vous allez voir. Et là, ça va déraper et je pèse mes mots. En mars 2018, après avoir comploté pendant de longues semaines, il va envoyer un email à plus de 1700 écoles, collèges et lycées à travers tout le Royaume-Uni pour prévenir d'une attaque au cupcake. Attention, il y a un élève portant un cupcake dans votre école. Veuillez faire un virement de 5 000 $ sur mon compte bancaire au nom de Velt PvP pour ne pas faire détonner le cupcake. Et cet email faussement envoyé au nom du serveur Minecraft avec lequel il s'était disputé des semaines plus tôt, donc Velt PvP, va faire mouche. Le jour même, des centaines d'écoles ont dû être évacuées. Il a rapidement été arrêté et puni, mais George n'en avait pas fini avec son acte de vengeance. Loin de là. En avril de la même année, un peu plus d'un mois après le premier email, il va envoyer une seconde rafale d'emails de masse, en faisant même référence aux étincelles de Columbine faites des années plus tôt. Cette fois-ci, son email de masse a été distribué dans des écoles au Royaume-Uni, encore une fois, et aux États-Unis, mettant cette fois jusqu'au FBI à ses trousses. Il a été de nouveau arrêté 2 jours plus tard, évidemment parce qu'il était facilement traçable, et cette fois la sentence était plus solide. Interdiction complète et totale d'accéder à tout appareil électronique. Mais évidemment, comme le dit l'adage, jamais 2 sans 3. Et donc, George a commencé à échafauder son 3e et ultime plan. Et cette fois, il n'allait pas s'attaquer à des écoles, non, ça c'était trop facile pour lui, mais bien à un avion. Et c'est comme ça qu'un beau jour, ayant eu accès à un téléphone portable, il a mis son plan ultime à exécution. Il a appelé l'aéroport de San Francisco, il s'est fait passer pour le père d'une fille dans l'avion du vol UAL 949, vol actuellement haut dans les airs déjà, et il a dit à la personne à l'autre bout du fil, à la personne dans l'aéroport, qu'il y avait des poseurs de cupcakes dans le vol, qui devaient normalement faire rétro à San Francisco. Et évidemment qu'un tel coup de téléphone va causer un moment de panique ultime à l'aéroport de San Francisco et à bord du vol. L'avion, avec ses 295 passagers à bord, va se retrouver en quarantaine en arrivant à San Francisco pour un check de sécurité total sur l'appareil. Et comme si c'était pas assez, au moment de l'atterrissage, George n'a rien trouvé de mieux que de poster un tweet, en se pensant anonyme, qui faisait référence aux tours jumelles et aux tristes événements qui y sont liés. Il va évidemment se faire retrouver et arrêter pour la 3e fois le 31 août 2018. Et là, enfin, il va être pris au sérieux, il va être puni de 3 ans, il va écoper d'une amende, et pour le moment, il va, et en tout cas il n'a plus rien refait, se calmer.
Malgré tout, ces actes ont clairement laissé une trace indélébile sur tous les endroits où il s'est amusé à crier au loup. Alan Fillion. Si vous regardez mes vidéos depuis quelques temps déjà, vous avez forcément déjà entendu parler de SWAT ou swatting sur la chaîne. Le faux verbe, car ce n'en est pas un, découle du mot SWAT, l'équipe armée tactique des États-Unis, qu'on appelle en cas de personnes barricadées, de scènes de tir ou de situations à haut risque. Bref, c'est pas des rigolos. Et le swatting, c'est le fait de faire envoyer une équipe du SWAT, donc, à une adresse bien précise, chez une personne ciblée, mais qui n'a absolument rien fait, un innocent. Le SWAT, par exemple, est assez fréquent chez les streamers, où on recense de nombreux cas de personnes, en direct, chez qui la police est entrée et pas toujours par la méthode douce. Et maintenant, laissez-moi vous introduire une personne connue sous le pseudo TorSwats. Personne ne sait qui se cache derrière ce pseudo, mais une chose est sûre, sa spécialité est d'organiser des SWATs dans tout le pays des États-Unis. Et eh bien, on va dire qu'il est expert dans ce qu'il fait et qu'il fait les choses bien. 40$ pour signaler un incendie ou une fuite de gaz, 50$ pour provoquer une intervention policière majeure, 75$ pour un appel encore plus grave. Pour vous poser le cadre de la manière la plus réaliste possible, on va se la jouer comme ça. Imaginez que vous habitez une petite maison de banlieue, quelque part dans une ville du Midwest des États-Unis par exemple. Vous êtes en train de dîner, paisiblement, avec votre famille, quand soudain, une équipe d'intervention armée jusqu'aux dents fait irruption, casse votre porte et une réelle confusion s'installe. Ils étaient prêts à neutraliser une menace, ils avaient leurs armes levées, pointées vers vous, mais il n'y a pas de menace, c'est une fausse alerte. Est-ce que c'est une blague ? Non, derrière cette scène chaotique se trouve un seul homme, Alan Winston Fillion, plus connu sous le pseudo de TorSwats. Et félicitations ou pas, vous venez de vous faire swatter par une de ces attaques aléatoires menées depuis sa petite chambre en Californie. Là, je veux que vous compreniez que TorSwats, entre 2022 et 2023, a vraiment semé la terreur dans son pays. Mais je vous propose qu'on revienne un petit peu en arrière pour comprendre qui exactement est Alan Winston Fillion. Alors qu'il n'a que 18 ans, il découvre un tout nouveau monde, interdit et inconnu. Des forums underground, des messageries chiffrées comme Telegram ou Discord, des sites du dark web et sa nouvelle passion se révélait à lui, petit à petit. Contre moins de 100$, il organisait des SWAT sur demande en utilisant les failles du système. Et la raison pour laquelle il était si fort ? Eh bien, dans un cas de SWAT classique, une personne A appelle la police pour dire qu'une personne B, située à un endroit C, est dangereux. Le SWAT arrive donc chez la personne B qui vient de se faire swatter. Or, ce que fait Alan Fillion est différent, c'est un peu plus technique, mais c'est aussi bien plus vicieux. Il appelle la police et se fait passer lui-même pour la personne B, donc il est A et B. Il décrit une situation fictive, une prise d'otage, des étincelles ou une attaque au cupcake, et le résultat est toujours le même, une intervention armée, rapide et musclée contre une cible innocente. Les mois passent, TorSwats est en train de se faire un vrai nom et derrière ces idéologies prônant l'anarchie et la terreur, il est en train de se créer un véritable réseau. Hackers, cybercriminels et groupes extrémistes se joignent même à lui. Il va petit à petit prendre beaucoup la confiance et il va commencer à se vanter de ses exploits sur des forums. Il vend plus de services et il va devenir une grosse pointure dans ce petit monde qu'il est en train de créer. Et c'est alors, et c'est normal, une véritable chasse à l'homme qui va être lancée contre lui pendant presque 2 ans. Et là, eh bien malheureusement, il faut le reconnaître, TorSwats est fort, il est très fort même. Il agit toujours dans l'ombre et c'est un peu comme si la police, le FBI et tous les gens travaillant sur cette enquête arrivaient toujours avec un train de retard. C'est un vrai petit fantôme. Mais c'est là qu'entre en jeu quelqu'un d'une autre pointure. Je vous présente Brad Dennis. C'est un détective privé spécialisé dans la cybercriminalité et lui aussi il est très fort. Et là, eh bien, il se met sur la piste comme un chien tracker avec un but, découvrir qui se cache derrière TorSwats et où il se cache. Il va alors infiltrer Alan de tous les côtés, analyser ses messages, et il va suivre les traces numériques qu'il laisse derrière lui, un peu comme des pas dans la neige. Un moment d'inattention, un pseudonyme réutilisé plusieurs fois, et le piège de Brad Dennis se referme. Bingo! En janvier 2024, Alan Fillion est arrêté, chez lui, à Lancaster, en Californie. Son matériel est saisi et les preuves sont accablantes. Il est sur bien plus d'affaires qu'on ne le pensait, dont certaines allant jusqu'à des réseaux de pédopornographie. Aujourd'hui, en 2025, Fillion attend sa sentence, mais à mon avis, et au vu des chefs d'accusation, il risque de prendre très cher. Le truc, c'est que son réseau, qu'il a créé au fil des années, eh bien, il n'est pas démantelé et il est loin d'être démantelé, donc il se peut que ça continue et que son héritage perdure. Arion Curtage. On est à Londres une nuit de septembre et soudainement une tour de bureau avec des travailleurs se trouve plongée dans l'obscurité. Toutes les lumières s'éteignent.
Soudain, les écrans s'allument un à un et des lignes de code se mettent à défiler à toute vitesse. En quelques instants, sans s'en rendre compte, c'est une attaque informative massive qui prend forme. De l'autre côté du monde, des systèmes bancaires, des entreprises et des gouvernements s'effondrent soudainement sous la pression d'un seul hacker invisible. Ce hacker, c'est Arion Kurtaj, un adolescent de 18 ans, membre du célèbre groupe de cybercriminels Lapsus. Un jeune homme qui, et il faut le souligner depuis sa chambre, orchestre l'une des attaques les plus audacieuses de l'histoire récente. Là, je vous le présente un petit peu rapidement, mais Arion Kurtaj n'a rien d'un hacker ordinaire. À peine adolescent, il maîtrisait déjà les subtilités du piratage informatique. Son terrain de jeu, les failles de sécurité des géants de technologie. Ses outils, des scripts, des exploits et une connaissance affûtée des systèmes de cybersécurité. Alors là, je vous présente Arion Kurtaj un petit peu comme un adolescent classique, mais il a rien d'un adolescent classique, c'est un crack et il est trop fort. Avec Lapsus, il va se spécialiser dans des grosses attaques, des choses d'ampleur. Il va s'introduire dans des serveurs de multinationales, à commencer par Uber et Microsoft. Il va y détourner des millions de dollars, revendre des données confidentielles et prouver que même les plus grandes entreprises du monde, malheureusement, ne sont pas à l'abri. Il va se faire arrêter une première fois en janvier 2022, mais il va être rapidement relâché pour manque de preuves sous caution et placé en liberté surveillée. Et alors qu'il est sous surveillance et interdit complètement de posséder des appareils électroniques, il parvient à voler un téléphone et commettre son deuxième pire acte, pirater Nvidia et dévoiler au monde entier des millions et des millions de données personnelles de clients. Et là, c'est pas une de ces erreurs qui va le trahir, mais c'est des hackers rivaux qui vont le doxer, donc trouver ses informations personnelles, et ils vont tout donner à la police et au FBI. Et là, grâce à tout ça et grâce aux enquêtes qui sont sur lui depuis des années, les enquêteurs sont sur sa piste et ils ne sont pas loin. À chaque intrusion qu'il fait, à chaque piratage, à chaque hacking, ils se rapprochent un petit peu de lui parce qu'il laisse, malheureusement pour lui, des petites traces virtuelles ici et là. La police londonienne, aidée par des experts en cybersécurité et les informations données par les hackers rivaux, traque toutes ses connexions, tous ses pseudonymes et ses échanges sur le dark web. Puis vient l'erreur fatale, un message, une connexion mal dissimulée, un détail qui va permettre aux autorités de remonter jusqu'à lui. Cette fois, il ne pourra pas s'échapper. Arion Kurtaj est arrêté une seconde fois, pris en flagrant délit, alors qu'il préparait cette fois une nouvelle cyberattaque. Et on se trouve là à peu près en mars 2022. Et donc, il se fait de nouveau arrêter, et là, la justice va être beaucoup moins clémente qu'avant. Et là, il va se retrouver sous surveillance policière accrue, il va être dans une chambre d'hôtel, avec des caméras et des agents de police qui sont près de lui, ou en tout cas, juste à l'extérieur de sa porte, pour le surveiller et être sûr qu'il ne fasse rien. En plus de ça, évidemment, il n'a pas le droit d'avoir le moindre appareil, pas le téléphone, rien du tout. Et s'il veut être en liberté, ce sont là les seules conditions, et il n'a pas d'autre choix que de les accepter. Mais évidemment, et il ne serait pas dans la vidéo sinon, Arion Kurtaj n'a rien d'un petit hacker de pacotille, et il en faut bien plus pour l'arrêter. Dans la chambre d'hôtel où il est détenu, et sous surveillance policière je le rappelle, il va mettre en place son ultime plan. Pirater les serveurs de Rockstar Games, les papas de GTA, et dévoiler les plans et le code source de leur futur gros bébé, GTA 6. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'Arion n'a rien sous la main, ni téléphone, ni ordinateur. Mais est-ce qu'il a vraiment besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone ? Il regarde autour de lui dans sa petite chambre d'hôtel, réfléchit et se dit que finalement, il a tout ce qu'il a besoin. Il va alors utiliser la télévision connectée de sa chambre d'hôtel, une télécommande Amazon Fire Stick, et ça ressemble à ça, et un petit clavier de fortune, pour hacker Rockstar Games. Et il va y arriver. La seule chose qui va aller contre lui, c'est qu'il est évidemment sous surveillance, et rapidement un policier va le voir sur les caméras et va venir lui rendre une petite visite. Et là, il va prendre Arion sur le fait, en plein milieu de son piratage, il était beaucoup trop fort, faut le souligner, et pour la troisième fois, il va être arrêté. Rapidement, il va être jugé une fois de plus, et cette fois, c'était la fois de trop. Il ne va pas être lâché, mais il va être condamné à une détention indéfinie dans un hôpital-prison. Aujourd'hui, Arion Kurtaj attend son jugement. Il a été déclaré inapte à subir un procès classique en raison de troubles mentaux, mais il risque néanmoins une longue détention. Mais en racontant son histoire et celle des autres personnes avant, je me suis posé une question. À l'ère numérique, au jour qu'on est aujourd'hui, en 2025, combien d'autres prodiges du hacking sont peut-être prêts à reprendre son flambeau ou l'ont peut-être déjà repris? Graham Ivan Clark. Le cas de Graham est impressionnant parce que du haut de ses 17 ans à peine, il va faire un des plus gros coups de l'histoire. Mais je vous raconte ça. Je vous donne le contexte.
Bon, imaginez un petit peu ça, c'est un soir d'été paisible, vous êtes sur votre téléphone en train de scroller ou de regarder les dernières news, quand soudain vous allez ouvrir Twitter ou X. Et soudain dans le fil d'actualité, vous allez remarquer comme une tendance. Plusieurs grands pontes de notre ère, Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama et autres, viennent de publier des tweets très charitables. Ils vont doubler tout paiement fait en Bitcoin envoyé dans leur portefeuille numérique. C'est une aubaine, ils ont tellement d'argent, après tout, pourquoi pas, et surtout qu'ils ont déjà fait beaucoup de choses caritatives. Vous décidez donc de craquer votre livret A, vous allez envoyer une modeste somme pour essayer, disons 1500 $, et vous allez attendre le double. Les minutes passent, les heures passent, et rien du tout. Vous vous rendez doucement compte que vous venez de vous faire arnaquer, tout simplement. Et c'est comme ça que cette nuit-là, des centaines de milliers de dollars ont été envoyés à ce fameux portefeuille numérique. Et évidemment que les gens n'ont jamais vu leur argent doubler. Tout cet argent, ces centaines de milliers de dollars, venait de disparaître dans les limbes du cyberespace. Je vous présente Graham Ivan Clark, un adolescent de 17 ans qui, vous l'aurez deviné, vient de recevoir une belle grosse somme d'argent sur son portefeuille numérique. Car oui, c'était bel et bien le sien, derrière les tweets d'Elon Musk, de Bill Gates et de toutes les autres personnes. Mais c'est pas son coup d'essai parce que 3 ans plus tôt, quand il avait 14 ans, il faisait déjà, et il était déjà connu pour ce genre de fait, des arnaques, il achetait des comptes, il revendait des comptes, il faisait déjà un petit peu des bidouilles avec les bitcoins, bref, il était déjà connu. Et vous voyez la grosse arnaque qu'il vient de mener sur Twitter? Eh bien, pour y arriver, il a appliqué une technique plutôt simple en apparence. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Il a réussi à tromper un employé de Twitter, il a accédé à des outils internes pour réinitialiser les mots de passe des comptes les plus suivis au monde, tout simplement, c'est tout. Il a juste réinitialisé les mots de passe et il s'est connecté dessus. Son plan, il était alors simple, publier un tweet frauduleux sur plein de comptes et récupérer des millions de dollars. 4,1 millions de dollars. Mais il a fait une erreur. Il pensait que les transactions en Bitcoin étaient anonymes et intraçables. Alors que, et vous me l'avez déjà dit dans les commentaires, la blockchain est absolument traçable. Si on veut, on peut retrouver et comprendre chaque transaction et les deux parties de la transaction. Et c'est alors que dans le silence le plus complet, les forces de l'ordre, le FBI, remontent doucement jusqu'à Clark. Et le 31 juillet 2020, il va entendre un joli et une descente musclée va se passer à son domicile. Et là, eh bien c'est finito. La police trouve des bases de données volées, des discussions incriminantes et surtout, eh bien des traces de fonds dérobés. Au total, il est estimé que Clark a volé 4,1 millions de dollars pendant ses années d'activité. Rapidement jugé et condamné à 3 ans de prison, Clark va vite devenir le parfait exemple entre talent et criminalité. L'avantage, entre guillemets, c'est que son histoire a permis de rehausser les sécurités et d'enlever beaucoup de failles sur plusieurs réseaux sociaux. Eric Rowan Justin. Ça, c'est Ava Majuri, une adolescente de 15 ans devenue star sur TikTok il y a quelques années en accumulant plus d'1 million d'abonnés grâce à ses vidéos de danse et de chant. Mais le 10 juillet 2021, elle est sur le point de vivre l'horreur absolue, car, et c'est statistique, 1 million d'abonnés, eh bien ça fait beaucoup. Et s'il y a 0,001% de détraqués dans son audience, ça en fait déjà un de trop. Et justement, depuis des mois, il y a un admirateur obsessionnel, un certain Eric Rowan Justin, 18 ans, qui la suit à chaque diffusion, à chaque vidéo qu'elle poste, à chaque message qu'elle envoie, à chaque diffusion live qu'elle fait. Il est là. Originaire du Maryland, Eric Justin a développé une vraie obsession pour Ava Majuri, à tel point qu'il est allé contacter des amis proches d'Ava pour obtenir des informations sur elle, contre une somme d'argent. Il a voulu les soudoyer, il leur a dit « Je vous donne 300 $ et vous me donnez son adresse ». Et évidemment que ses amis l'ont envoyé bouler, et évidemment que la famille d'Ava le repousse aussi, et fait tout pour le dissuader. Mais, eh bien je vous ai parlé de détraquer, n'est-ce pas ? Et là, le refus de la part d'Ava Majuri va très mal se passer, il va mal le digérer, et la nuit du 10 juillet 2021 va rapidement devenir sanglante. Mais j'y reviens dans un petit instant et très rapidement, mais avant, je vous propose qu'on revienne un petit peu en arrière, on va dire 1 an plus tôt. Les premiers contacts de Justin avec Ava remontent à 2020, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Sous plusieurs pseudonymes, il lui envoie des messages incessants, forceurs, et ce sur toutes les plateformes disponibles. Au début, ces messages semblaient inoffensifs, ok, mais ils deviennent rapidement inquiétants et bizarres. Il va aller jusqu'à offrir de l'argent à Ava pour obtenir des photos d'elle, certaines photos un peu osées d'après ses demandes, et essayer de soudoyer des membres de sa famille, comme je vous l'ai dit, pour arriver à ses fins. Ava Majura va évidemment le bloquer de partout, et sa famille et ses amis vont faire de même, mais ça n'a pas eu l'effet escompté, au contraire. Il venait d'activer un véritable cupcake à retardement à l'intérieur d'Eric.
Et le 10 juillet 2021, eh bien, il se dit que s'il est bloqué de partout sur les réseaux, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que de se rendre en personne chez Ava Marjorie? Après tout, ils ne peuvent pas le bloquer physiquement, n'est-ce pas? Il va donc s'y rendre avec l'excellente idée d'y aller armé, et il va tirer à travers la porte d'entrée au lieu de toquer pour rentrer chez les Marjorie. Son arme va alors s'enrayer, merci, et Rob Marjorie, le père d'Ava, ancien policier, va immédiatement le confronter, armé lui aussi. Une dispute éclate, le ton monte et Justin refuse de déposer son arme. Rob Marjorie le prévient plusieurs fois, lui laisse plusieurs chances et lui dit qu'il va tirer s'il ne baisse pas son arme. Et bien malheureusement, Rob va tirer, neutralisant ainsi la menace. Très rapidement, la police arrive sur les lieux et l'enquête va révéler que Justin avait planifié toute son attaque, et depuis longtemps. Le tir de Rob va passer en légitime défense. Et dans les affaires de Justin, eh bien les forces de l'ordre vont retrouver plusieurs armes, d'autres pistolets, des munitions. Et vous vous rappelez quand je vous ai dit que l'arme d'Eric Justin s'était enraillée après avoir ouvert la porte en tirant dessus? Imaginez un peu le scénario où ça n'aurait pas été le cas. Cette histoire de stalking est allée, pour le coup, beaucoup trop loin. Ava Marjorie va mieux, et d'ailleurs, ni elle ni sa famille n'a été blessée ou n'a subi de dommages physiques, mais l'impact psychologique reste profond, au point de quitter l'école. Et petit à petit, Ava va tourner son contenu, et ça je le trouve vachement cool, vers de la prévention et les dangers du harcèlement en ligne. Le massacre du Slenderman. Ça, c'est le Slenderman. C'est une sorte de créature humanoïde sortie tout droit d'une creepypasta qui date de 2009. C'est une simple histoire d'horreur, écrite et partagée sur internet. Bon, pour la creepypasta du Slenderman, ça a pris une ampleur démesurée, je suis d'accord avec vous, et le personnage est devenu iconique. Jeux vidéo, musique, films, vidéos et j'en passe. Et au fil des années, ce sont des millions de personnes qui ont entendu parler du Slenderman. D'ailleurs, il est souvent représenté tapi dans des forêts et traquant des enfants. Et dans ces millions de personnes, je vous présente Anissa Weier, Morgan Geyser et Peyton Leutner. 3 meilleurs amis de 12 ans qui, le 31 mai 2014, étaient un peu trop convaincus que le Slenderman et sa légende étaient bien réels. Direction la petite ville de Waukesha dans le Wisconsin aux États-Unis, et le 31 mai 2014 est un jour qui commence de manière plutôt banale. C'est un samedi, les 3 amis n'ont pas d'école et vont passer leur journée à s'amuser. Ce jour-là justement, donc le 31 mai 2014, les 3 amis ont décidé d'aller jouer à cache-cache, dehors. Une simple activité entre amis, et dans une forêt toute proche de là où elles habitaient, qui plus est, juste à côté du David's Park. Elles y vont dans l'état d'esprit de s'amuser, sauf qu'il y a une chose que Peyton Leutner ignore encore. C'est que Morgan Geyser, sa meilleure amie, a emporté avec elle un couteau de cuisine, et ce couteau il a une lame de 13 cm. Elles arrivent donc dans les bois qui, hormis quelques animaux sauvages, est complètement vide. Les 3 meilleurs amis s'amusent, rigolent, discutent un petit peu et vont commencer leur partie de cache-cache. 5, 4, 3, 2, 1... Prêt ou pas, j'arrive. Et là, eh bien, la partie de cache-cache a viré au drame. Évidemment, les circonstances exactes sont floues. Mais en gros, Anissa Weier aurait attrapé et maintenu Peyton Leutner pendant que la 3e fille, Morgan Geyser, aurait utilisé son couteau de cuisine pour asséner 19 coups de couteau au niveau des bras, des jambes et du torse de Peyton Leutner. Les 2 coupables ont ensuite laissé Peyton sur le sol dans un état lamentable avec 2 organes vitaux touchés en lui disant qu'elles allaient chercher de l'aide. Évidemment, elle n'avait nullement l'intention d'aller chercher une quelconque aide et Peyton était livrée à elle-même. Par une force miraculeuse, elle a réussi à ramper hors du sous-bois en direction de la piste cyclable du David's Park, un peu plus loin, peut-être une 50aine ou une centaine de mètres plus loin. Là, un cycliste l'a rencontrée et a immédiatement fait le nécessaire en appelant les secours et la police. Peyton Leutner va être transportée d'urgence dans un état entre la vie et la mort à l'hôpital le plus proche, où elle va y rester 7 jours consécutifs en unité de soins intensifs. Et par un miracle, elle va survivre à ses blessures, après de longues heures et plusieurs interventions chirurgicales. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais nom de Dieu Théo, c'est quoi le rapport entre Slenderman et ces tragiques événements arrivés à Leutner? Eh bien, j'y arrive. Anissa Weier et Morgan Geyser, donc les 2 assaillantes, auraient entendu parler de Slenderman plus tôt dans l'année, et plus qu'une simple creepypasta, pour elles se sont mises en tête qu'il était bien réel. Mais à un point tel que je pourrais pas forcément vous le décrire dans la vidéo, mais elles disaient converser, par télépathie, lui rendre hommage et d'autres choses en rapport avec la creepypasta. Les 2 amis lui vouaient carrément un culte. Et comme dans les creepypastas, il est dit que Slenderman s'attaque surtout aux enfants et surtout dans les bois, eh bien la scène du crime devait avoir lieu dans un bois.
Une des histoires autour de la creepypasta du Slenderman dit qu'il est possible de devenir un de ses servants. Pour ce faire, le Slenderman lui-même va échanger avec la personne par télépathie, puis dire à la personne en question quoi faire pour devenir son servant, lui donner une sorte de mission. Et c'est précisément ce qui est arrivé avec Anissa. Le Slenderman lui aurait demandé de sacrifier son ami dans les bois. Et à partir de cette petite idée, tout son plan a germé, jusqu'à son exécution macabre. Les deux amis, Weyer et Jaser, étaient certaines que le sacrifice de leur troisième ami leur permettrait de devenir des servantes du Slenderman, et que par conséquent, ce dernier ne ferait aucun mal à leur famille. C'était ça l'idée à la base. Anissa Weyer a été reconnue comme la personne ayant initié l'acte et ayant maintenu Peyton Leutner immobile, pendant que son ami accomplissait les coups de couteau horribles. Elle a écopé de 25 ans d'internement psychiatrique, c'était la peine maximale, et elle a été libérée sous surveillance en 2021. Morgan Jaser, quant à elle, a été diagnostiquée schizophrène et condamnée à 40 ans dans un hôpital psychiatrique. Mais le mois dernier, en janvier 2025, elle a eu une injonction d'être libérée sous condition et pourrait potentiellement sortir bientôt, elle aussi. Quant à la victime, finalement, Peyton, elle va mieux, physiquement en tout cas, attention. Grosse compassion pour elle et sa famille et grosse force. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin, j'espère comme toujours les amis que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter Cupcake, allez pour la ref, et abonnez-vous, likez, et moi je vous souhaite une excellente journée. Des bisous, c'était Théo, et ciao.